voulais savoir si vous êtes au courant de dernière nouvelle au sujet des Olympiades au Brésil. Parce qu'au Brésil, il y a eu un coup d'État, que personne n'en parle ici, et que maintenant, il est en train de se réabsorber parce que ceux qui sont à l'origine du coup d'État sont les mêmes qui préconisaient la corruption qui avait envahi le gouvernement de Dilma Rousseff, mais c'était en fait eux les corrompus. Et maintenant, c'est en train de sortir tout au soleil, maintenant, cet après-midi. Donc, c'est une instabilité totale. Donc, quant à la police dans les favelas pour établir l'ordre et contrôler mieux la violence, c'est fini parce qu'il n'y a plus de budget pour la police. Donc, les cartels de la drogue et tout ça, ils ont repris le contrôle de les favelas. Les chantiers ne sont pas tous finis. Et puis, on attend, parce que moi, je suis aussi du côté des gens qui sont contre les coups d'État. On attend que les Olympiades et les reflets mondiaux qu'il y a au niveau médiatique pour dénoncer les coups d'État et pour faire de grandes manifestations. Parce que c'est un moment, dans tout le Brésil, dans toutes les grandes villes du Brésil, tous les jours, il y a de grandes manifestations, soit dans la rue, soit dans des théâtres, soit on prend les télévisions locales. Non, mais je voulais savoir s'ils sont au courant de tout ce qui se passe, parce qu'en réalité, c'est aussi par rapport au mondial de football. En Amérique latine, on est au courant de tout ce qui se passe au Qatar, et comme l'Amérique latine c'est un continent de football, on incite aux équipes nationales à boycotter le Qatar. De toute façon, personne n'ira au Qatar. C'est un pays musulman, islamique, on ne peut pas s'exprimer librement. C'est nul de faire un championnat du monde dans un pays pareil. Bref, non, je voulais savoir si vous êtes au courant que tout ce que vous avez dit, ça va plus vite dans la réalité, c'est-à-dire, c'est pas dit qu'on va faire le mondial au Qatar. C'est pas dit que dans 50 jours, les Olympiades auront lieu dans la paix, en tout cas. Merci. Est-ce que vous voulez prendre quelques questions ou tout de suite au fur et à mesure, Allez-y. vous m'entendez? Très bien. Oui, je vais répondre brièvement. Moi, j'ai pas d'informations particulières. Moi, j'ai suivi ce que vous appelez le coup d'État, le coup de force, etc., ce qui a été présenté, voilà. Ce que je peux dire, c'est que vous dites que la nouvelle équipe est corrompue, etc. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas le débat du jour. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un relatif consensus entre la gauche qui était au pouvoir, et je ne sais pas si on peut dire que c'est la droite. Bon, sachant qu'au Brésil, c'est un peu compliqué parce que de toute façon, c'est très inquiétant parce que de toute façon, le Parti des travailleurs était soutenu par des partis de droite, des petits partis. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que le Parti des travailleurs et le gouvernement, c'est pas tellement différencié des forces plus conservatrices, puisqu'elle a totalement soutenu la Coupe du Monde, s'est totalement pliée au cahier des charges de la FIFA, a accepté d'être humiliée, même si Dilma Rousseff à un moment a dit, quand même Jérôme Valqueux, il nous parle un peu mal, mais peut-être qu'il y a un moment où il faut dire non. Elle l'a fait, et effectivement, dans un contexte de dégradation sociale, elle a accepté le diktat. On sait qu'il y a des dessous de table, il y a le prix de certains stades qui est surévalué. D'ailleurs, à ce propos, je peux faire une parenthèse, parce qu'on pourrait parler du Brésil, mais ce qui est en train de se produire en Russie en ce moment, parce que les Russes, ils ont beaucoup de chance, en fait, à part les hooligans, parce qu'on en parle, mais les Russes, personne n'en parle. C'est une réflexion que je me faisais récemment, on parle que du Qatar. Mais avant le Qatar, il va y avoir une Coupe du Monde en Russie. Et alors là, il y a des choses quand même étranges qui se passent. C'est-à-dire, vous avez des stades qui sont censés coûter 2 milliards au départ, c'est multiplié par 10, donc il y a un niveau de corruption. Bon, là encore, la FIFA s'entend très très bien avec les autorités russes. C'est vraiment, je vous l'ai dit, spécificité, plus c'est dictatorial, plus on travaille. Voilà. Donc quand même, le Brésil, c'est plus démocratique que la Russie. Enfin, les autorités brésiliennes n'ont pas brillé par leur côté démocratique. Et alors, je voulais juste rappeler quand même un élément, c'est que Ricardo Teixeira, qui était le président de la Fédération brésilienne de football, était le gendre de João Havelange, et qu'en termes de corruption, quand même, du football, le Brésil, ça arrive, c'est très au-dessus, hein, quand même. Et là, il y a une connivence totale, c'est vraiment l'oligarchie, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu pendant la dictature militaire, hein, ils ont fermé les yeux sur tout un tas d'exactions. Oui, non, c'est pas qu'ils veulent revenir, c'est qu'ils sont jamais partis. Enfin, attendez, João Havelange, il est toujours là, Ricardo Teixeira, elle était là jusqu'à pas longtemps, la fédération brésilienne est éclaboussée, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire que
le foot, au Brésil, il n'y a pas eu de démocratisation du tout. C'est que ce sont les mêmes qui ont tenu les rênes, l'argent et le pouvoir, et grâce à la FIFA. Parce que comme le Brésil était dans l'orbite du président de la FIFA, ça a même empêché, d'ailleurs la FIFA, on pourrait le dire, dans les instances, a empêché la démocratisation. Non seulement il y avait un contexte historique de corruption, mais la FIFA, pas en tant qu'organisation, mais parce que son président était brésilien et que c'était son arrière-cour électoral, a nui à ce processus de démocratisation. C'est dire à quel point ces multinationales sportives, elles sont nuisibles. C'est-à-dire que c'est une question d'économie, de marché, de capitalisme, mais c'est aussi une question de démocratie. Les multinationales sportives sont fondamentalement antidémocratiques. Juste pour aussi rebondir sur ce que tu as dit sur la Russie, c'est vrai qu'en 2018, la Russie va accueillir la prochaine Coupe du Monde. Personne n'en parle. Et on a sorti un rapport à Solidar l'année passée sur les conditions de travail qui sont absolument exécrables et qui sont relativement identiques à ce qu'on trouve au Qatar, la CAF en moins. Ils engagent beaucoup des travailleurs migrants des pays de l'Est ou, disons, hors de la Russie, sans contrat, etc. Je veux dire, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit. Et il y a un phénomène assez hallucinant, c'est que la Douma a réfléchi à engager des prisonniers politiques, donc des voleurs, des prisonniers de droit commun, pour construire les stades. Apparemment, ça n'a pas été jusqu'au bout, cette idée, mais ça a été évoqué, discuté au niveau du Parlement de la Douma, donc du Parlement russe. Et ça, on retourne dans quelque chose qui est proche du stalinisme, quoi. Alors effectivement, c'est vrai que des travailleurs, disons des prisonniers, ça coûte pas cher, c'est efficace, mais ça montre, disons, le degré, disons, de violation des droits humains en Russie et la folie qui se passe par rapport à ces Coupes du Monde. Oui, moi j'ai 3 questions très courtes. La première, c'est quel deal a passé la FIFA avec le Qatar en ce qui concerne l'alcool? Ça serait intéressant de savoir. Parce que voilà. Deuxième question, quel est le rôle des États-Unis en fait dans tout ça? Parce qu'on le voit dans le domaine de la FIFA, mais c'est aussi par rapport à la Suisse, par rapport aux banques. Et Volkswagen aussi, même si c'est un peu différent, mais on voit bien que les États-Unis ont mis un grand coup de pied dans cette fourmilière. Et est-ce qu'ils le font avec une stratégie bien spécifique? Enfin voilà, ça c'est ce que vous pouvez nous enseigner là-dessus. Et puis dernière question, de quel droit international on a besoin pour arrêter tout ce trafic, quoi? Bon, je pense en particulier dans le domaine social. Il y a peut-être des pistes à trouver du côté de l'OIT, de rendre des législations de l'OIT, enfin, ou des recommandations de l'OIT opposables et normatives. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Voilà, de quel système, de quelle gouvernance mondiale on a besoin pour stopper la FIFA et tout ce business, quoi, effarant. Par rapport au premier point, sauf erreur, donc la question de l'alcool, il me semble que le Qatar a signé un accord avec la FIFA qui permet en fait de consommer de l'alcool autour des stades et dans les stades. Alors c'est un pays hyper rigoriste. Quand on y était, c'était la croix et la bannière pour boire une bière. Il faut aller aux derniers étages des hôtels pour touristes. Et du reste, accessoirement, on voit les Qataris riches monter au dernier étage boire des bières. Ça, c'est assez... bon, il y a une certaine hypocrisie là derrière. Mais on ne peut pas imaginer une Coupe du Monde sans alcool. Et le Qatar, sauf erreur, a plié face à la FIFA parce que voilà, c'était une condition sine qua non. Mais est-ce que tu confirmes ça? Et puis, peut-être le deuxième point, je vais le laisser répondre à David, mais sur le troisième point, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué d'imaginer des solutions simples qui permettent de mettre un terme à cette espèce de folie capitaliste. Moi, je pense que les organisations internationales comme l'OIT ont un rôle à jouer extrêmement important, pas seulement en termes de pression, disons de sanctions, parce que les possibilités de l'OIT sont relativement faibles, mais en termes d'image. Je pense que là, il y a quelque chose de très important à faire. Et c'est vrai que les conventions de l'OIT sont quand même ratifiées par les États
et dans un deuxième temps, ont force obligatoire. Donc cette petite organisation onusienne, des fois un peu maîtrisée, je pense a un rôle absolument essentiel à jouer sur ces questions. Il y a un autre procès, donc je n'ai pas abordé. C'est un syndicat international qui a porté plainte contre la FIFA auprès du SECO. Le SECO, c'est le secrétariat à l'économie, je pense que vous le savez. On va se dire pourquoi c'est bizarre. C'est qu'il y a une réglementation en matière de multinationales et droits humains qui a été mise en place par l'OCDE. Et dans chaque pays, il y a ils appellent un point of contact, un point de contact. Et en Suisse, c'est le SECO qui joue le rôle de ce point of contact. Et il y a eu une première étape, en fait, dans l'évaluation de cette plainte. Le SECO a reconnu que la FIFA était une multinationale. Sa ligne de défense jusqu'à présent, c'était de dire je suis une association de droit suisse, etc. Donc c'est un premier pas qui est très intéressant. Ils sont actuellement dans une phase en fait, de négociation entre ce syndicat international et la FIFA afin de voir ce qui peut être amélioré. Je n'ai pas dit en fait quelle était la cause de cette plainte, mais c'est de nouveau le travail forcé au Qatar. Donc là, on a un instrument juridique, ça reste du soft law, donc voilà, mais qui est relativement peu connu et qui peut aussi, je pense, jouer un rôle pour améliorer la situation. Et je pense que le dernier élément, c'est les États qui doivent prendre des mesures pour contrôler leurs multinationales. Et à cet égard, l'initiative multinationale responsable, c'est un enjeu absolument majeur pour réguler ce chenil capitaliste durant les prochaines années. Je veux dire, là, on est vraiment face à quelque chose à mon avis, central pour nos démocraties et nos économies. Et c'est intéressant de savoir que la Suisse a lancé cette initiative, mais en France, il y a quelque chose d'à peu près identique qui se discute actuellement au Parlement. Les États-Unis ont aussi fait 2-3 choses. Donc, c'est des choses peu médiatisées, mais il y a quand même une tendance et il y a une nécessité absolue de mettre en place des règles contraignantes, d'arrêter de laisser le marché faire sa loi. Puis le deuxième point, je ne sais plus. Deuxième point sur les États-Unis, je crois. Ouais. Écoutez, il faut dire une chose. Autant moi, je peux travailler dans un esprit assez anti-impérialiste, anti-capitaliste. Il faut dire que là, les États-Unis ont un rôle extrêmement positif. D'ailleurs, en matière de sport. Et on peut dire que là, les Américains ont fait une belle leçon, une belle gifle aux Européens, comme sur le dopage. Hein. Je veux dire, quand on prend la question du Tour de France et de Lance Armstrong, comment ça a été enquisté pendant des années, quand les Américains se sont saisis, Lance Armstrong, il a dû faire un amende honorable, et là, c'est pareil. Alors bon, il y a la question du contexte et des arrière-pensées. C'est que le clan Blatter a dit oui, mais en fait, les Américains n'ont jamais digéré le fait de ne pas avoir la Coupe du Monde. Il est tout à fait possible que ce soit ça. C'est-à-dire que pour la Coupe du Monde 2022, les États-Unis étaient candidats, ils étaient très bien placés, ils sont terminés deuxième. Blatter aurait voté pour les États-Unis, d'ailleurs, il a dit après coup, c'est tout à fait possible. Blatter n'était pas pro-Qatar, c'est Platini qui l'était, il l'a dit. Mais quels que soient les arrière-pensées, quel que soit le contexte, s'ils ont fait ça pour se venger, il n'empêche qu'il y ait une vraie enquête et qui a débouché sur la démission de Sepp Blatter. Bon, il faut le dire, il y avait une enquête qui avait été menée parallèlement par la justice suisse. Enfin, c'est quand même l'onde de choc de l'enquête du FBI qui a fait s'effondrer le système. Donc oui, moi je dirais que c'est positif parce que de toute façon, alors on parlait de régulation, là l'autorégulation, moi j'y crois pas en général, vraiment pas. C'est comme en France, comme on parle de réguler le salaire des grands patrons, l'organisation patronale locale dit oui mais nous on s'en occupe, on a des codes éthiques, bon voilà, ça marche pas tellement. Hein. Là c'est pareil, s'il fallait attendre que la FIFA s'autorégule, même si la FIFA a mis en place un certain nombre d'instances qui, là encore, ont un rôle positif, il faut le dire, la commission éthique. Il y a quand même eu de l'amélioration aussi. Le paradoxe, c'est en fait Blatter part à un moment où il y avait quand même plus de transparence à la FIFA par rapport à l'époque d'Avalanche, il faut quand même le dire. Alors c'est vrai que Blatter s'en sortait bien et instrumentalisait un petit peu tout ça. En 2011, on le sait, il avait un candidat très sérieux face à lui, Mohamed bin Hammam, un Qatari. Alors, il a été prouvé que c'était lui qui avait acheté la Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on a des milliers de preuves comme quoi la Coupe du Monde a été achetée. Il y a un livre qui a été sorti par 2 journalistes britanniques dont j'ai oublié le nom. Alors, ils avaient déjà d'abord sorti leur scoop dans le Sunday Times, leur journal. Et en fait, une source qu'on ne connaît pas leur a remis des milliers de documents, des mails qui prouvent
Ouais, j'ai pas lu leur livre, il fait 600 pages, qui prouve, mais point par point, comment Bin Hammam et le Qatar, avec la complicité en fait de la FIFA, ont acheté la Coupe du Monde. C'est pour ça que quand on voit des débats, non, il n'y a pas de débat. En fait, ce livre est sorti même, ces éléments étaient connus avant même l'enquête de la justice américaine. Donc les éléments étaient connus, un très bon journaliste britannique comme Andrew Jennings, il avait aussi donné des preuves, mais ça ne débouchait sur rien. Il a donc fallu que la justice américaine, avec toute la puissance des États-Unis, s'en mêle, dire quand même, pour faire justice aux Américains, que s'ils ont fait aussi cette enquête, c'est pas tellement en réalité pour se venger de ne pas avoir eu la candidature qatari, c'est parce que sont impliqués des dirigeants des fédérations d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et en fait, le siège de la CONCACAF, la Fédération d'Amérique centrale du Nord, est basé aux États-Unis, donc sur le territoire américain. Et donc là, effectivement, la FIFA, la justice américaine a décidé de faire le ménage parce que, manifestement, l'instance internationale ne l'aurait pas fait, les Européens ne l'auraient pas fait, et la justice suisse peut-être ne serait pas allée assez loin. Juste deux petites questions sur les conditions avantageuses dont bénéficient, les conditions fiscales avantageuses dont bénéficient les fédérations ici à Lausanne. J'imagine que ce n'est pas au niveau communal, c'est au niveau cantonal ou fédéral. Et puis la deuxième question, c'est justement, alors sur ces conditions avantageuses, qu'est-ce que recherche la ville ou le canton ou le pays? Si c'est juste le prestige, j'imagine qu'il y a un moment où le prestige va s'effondrer quand même avec tout ce qui commence à se savoir. Et est-ce que, du coup, on a une perspective d'arrêt de ces conditions avantageuses ou pas? Alors, les conditions dont bénéficient les organisations internationales à Lausanne, c'est à la fois au niveau national, parce qu'ils ne payent pas l'impôt fédéral direct. D'abord, c'était certains cantons qui avaient abrogé cet impôt fédéral direct, sauf erreur, et ça a été confirmé en fait par le Parlement qui a dit qu'on pouvait effectivement uniformiser cette pratique en Suisse parce que c'était bien, c'était des organisations qui travaillent pour le bien de l'humanité, etc. Et en fait, donc c'est Lausanne, la ville de Lausanne et le canton qui se sont mis d'accord, et en fait le site promotionnel valorise ces deux entités politiques pour supprimer l'impôt et l'impôt cantonal et l'impôt communal. Donc c'est vraiment à tous les niveaux que ces organisations bénéficient. Et la deuxième question a été relative, quel est l'intérêt? Je pense que l'intérêt, c'est que... Est-ce qu'on a une perspective positive que ça s'arrête? Ouais, prestige. Il y a le prestige, puis il y a aussi les retombées économiques indirectes, parce que ces grosses entreprises, elles ont du personnel très bien payé, qui payent des impôts eux, etc., etc. Donc il y a un intérêt économique assez logique pour le canton de Vaud. Moi, je ne vois pas à moyen terme ou à court terme de solution pour régler ce problème, étant donné qu'il y a une très forte volonté politique pour, disons, soutenir ces organisations. Et je me suis fait la réflexion aujourd'hui, la ville de Lausanne, qui est une ville très à gauche, qui a même un peu piste, soutient largement ces pratiques. Donc, à court terme, je ne vois pas de solution toute simple, toute faite. Je pense qu'il y a un problème de conscientisation et puis de mise à l'agenda politique de cette problématique. Sur le prestige, faire un parallèle, ça c'est vraiment une très bonne question. On pourrait se dire effectivement, bon, quand même ça va écœurer les gens, tous ces gens arrêtés pour corruption, des dizaines de millions d'euros de pots de vin, etc., etc. Je vais juste faire un parallèle avec la question du dopage et du Tour de France. Je connais un petit peu. Bon, sur la question du dopage, pareil, il pourrait y avoir le même écœurement. On va se dire, bon, maintenant, mais je sais pas, sur 15 ans, quasiment tous les vainqueurs du Tour de France, les 3 premiers, tous convaincus de dopage. C'est pareil, c'est un système. Et pour autant, tous les ans, on voit plein de gens sur les routes du Tour, et quand les gens leur demandent, ils disent oui, bon, on s'en fout, je veux dire, le spectacle continue, ils viennent toujours avec leur maillot, leur verre de rouge en France. Bon. Et les télés viennent toujours, ça rapporte toujours de l'argent, ça fait toujours de l'audience. À un moment donné, il y avait un fléchissement. Bon, la télévision allemande, à un moment donné, a dit ah non, il y a eu Jan Ulrich, etc., ne diffusez pas plus le Tour de France, non, ça suffit. Maintenant, ils sont revenus, on se dit oui, ça a l'air plus propre. Bah non, on ne sait pas si c'est plus propre, sachant que les produits dopants sont toujours trop en avance sur les contrôles antidopage. Donc là, il faudrait voir les chiffres d'audience. Est-ce que les chiffres d'audience de l'Euro ont diminué suite au scandale Blatter?
faudrait regarder. Est-ce que les Suisses en ont marre les Suisses de Lausanne, de Nyon, de Zurich se disent non, moi je ne regarde pas la télé, la Nati, j'aime bien, mais là je suis vraiment trop écœuré. Non, ça n'a malheureusement pas d'impact. J'allais dire, c'est malheureusement comme la corruption en politique. Berlusconi, il a été réélu je ne sais pas combien de fois. Voilà, quand on voit la gravité de ce qui était proposé à côté, la FIFA, c'est presque rien. Donc voilà, désolé, c'est encore un peu pessimiste. J'aimerais revenir sur cette histoire, sur la question de Nicolas. Quel intérêt ont les Américains à dénoncer? Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas... Pardon? Non. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. On ne peut pas parler comme ça. Vous savez tous que nous sommes en démocratie, que nous avons le partage du pouvoir, donc vous êtes un peu ressaisis à la fin, là. Mais on ne peut pas dire les Américains, ils sont furieux parce qu'ils n'ont pas eu ci ou ça, et puis alors ils font une investigation. Nous vivons toujours, sauf si on est acquis aux théories ou du complot. Donc nous vivons toujours en démocratie, nous avons un législatif, un exécutif, et la justice. Et puis si la justice américaine intervient, c'est pas forcément qu'elle ait un dessein politique, c'est sa fonction d'intervenir. Donc il faut quand même, moi je trouvais super vos exposés, c'est pas pour, mais il faut pas tomber dans l'histoire de la conspiration, et puis, parce qu'après ça devient des histoires qui sont trop faciles à dénoncer, et puis à dire non, mais ces gens ils vivent sur une autre planète. Il y a quand même des choses qui ne sont pas corrompues, il y a quand même des choses qui jouent en Suisse ou aux États-Unis ou en France. Voilà. Juste pour dire que dans mes propos, il n'y avait rien qui faisait référence à une théorie du complot, il n'y avait rien de conspirationniste. Je ne vois pas tellement... j'ai absolument pas abordé l'idée qu'il pouvait y avoir une conjuration quelconque, à aucun moment. Et au contraire, sur les États-Unis, j'ai dit, certains ont pensé que, j'ai plutôt relevé le côté positif. Donc, par contre, sur ce que vous dites sur la démocratie, on va pas faire un débat sur la démocratie, je suis un tout petit peu dubitatif sur ce que vous dites. Ouais, c'est pas parce qu'un pays ou un régime se dit démocratique qu'il l'est. Il faut pas opposer, je pense, démocratie à dictature. Moi, j'emploierais plutôt le terme d'oligarchie ou de plutocratie. Voilà. Mais ça ne s'oppose pas, ça ne veut pas dire, ça ne s'oppose pas à dictature. On sait bien que les États-Unis, c'est assez différent du Qatar. Il n'y a pas de problème, il y a des nuances. Hein. Oui, il y a des élections, ça, c'est certain. Après, est-ce que des candidats alternatifs peuvent gagner? Ça semble difficile. Voilà. Mais voilà, je ne caricature pas. Je vous dis simplement que sur, en tout cas, ce que je connais, vous dites l'indépendance de la justice, etc. Je ne sais pas s'il y a un pays où la justice est réellement indépendante. Il y a déjà un choix sur pourquoi, quand est-ce qu'on fait une enquête. C'est jamais anodin. Je veux dire, c'est le cas dans tous les pays. Pourquoi est-ce qu'il y a des enquêtes? Pourquoi les Américains, cette enquête est positive, et je l'ai dit, remarquable. On a pu remarquer que les Américains ont fait moins d'enquêtes concernant leur propre sport. Bon, c'est juste une remarque, hein. Je n'en tire pas de conclusion. C'est vrai que le soccer, hein, comme il l'appelle le football, c'est un sport plutôt européen et non américain. Le cyclisme aussi. Ça n'aura pas d'impact sur l'opinion publique locale. Voilà. Pour autant, il faut souligner le travail remarquable. Voilà, c'est positif, ça, je veux dire, qui a été fait. Donc, c'est pas du tout un complot. Tout ça, c'est de la politique. Et la justice, la politique, les intérêts économiques sont toujours liés, imbriqués. Ça ne veut pas dire que l'économique décide à la place de la justice, mais il y a toujours une question d'opportunité. Moi, je vous parlais de ce que je connais mieux. En France, la justice est-elle indépendante? Oui et non. Enfin, oui, il y a des juges qui peuvent conduire les investigations, mais quand on sait que dans le pôle financier, ils sont 5 pour instruire des centaines d'affaires, ben, ils font des choix. Quand on sait qu'il y a des procureurs qui sont proches du président de la République et qui enterrent des affaires, bon voilà, tout ça c'est des luttes, c'est des combats. Aux États-Unis, c'est la même chose, quoi. Donc, je vous ai dit, cette enquête est absolument remarquable, et je vous dis que si les Américains n'étaient pas intervenus, vous voyez, il n'y a pas rien de conspirationniste dans ce que je dis, eh bien, ça n'aurait pas vu le jour. Après, est-ce que c'est le fruit d'une grande démocratie? Je ne crois pas. Voilà. Moi, je ne sais pas tout, je ne suis pas au courant de tout, donc je n'ai pas toutes les informations. Alors, le problème des conspirationnistes, parce que c'est vrai que ça me... Je réagis vraiment comme ça, parce que je ne veux pas être associé à ça. Le problème du conspirationniste, c'est qu'il a toujours réponse à tout, et qu'il connaît toujours les responsables. Donc, moi, je n'ai pas cité de nom, hein, vous voyez. Je ne peux pas vous dire, ça s'est passé comme ça, je n'étais pas dans le secret des dieux. Par contre, j'ai fait une analyse sur la base d'éléments factuels. Moi, j'ai juste une question. Vous avez parlé de violation des droits de l'homme en lien avec les méga événements sportifs qui sont organisés.
Et juste une question, parce qu'en 2020, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont organisés à Lausanne. Et pour vous, quels sont les risques au niveau de la violation des droits de l'homme au sein de la cité olympique, enfin de la ville olympique, des droits de l'enfant notamment? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est par amour pour Lausanne, mais je ne pense pas qu'il y a des risques majeurs. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est des jeux en termes de volume financier, de nombre de personnes qui sont très petits en comparaison des Jeux olympiques classiques. On ne va pas construire des infrastructures supplémentaires et on a à Lausanne, tout n'est pas parfait, mais un système de droits humains basique qui fonctionne. Donc je ne pense pas qu'on a des risques de violation des droits humains majeurs. Il n'y a pas non plus des milliers ou des millions de personnes qui suivent ces matchs ou qui viennent, des milliers de supporters qui viendront à Lausanne pour soutenir ces compétitions. On est dans quelque chose de relativement réduit et je pense qu'à ce titre-là, on n'a pas grand-chose à craindre. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que, si je peux juste me permettre, je travaille moi-même un petit peu sur l'histoire du sport international, et puis je voulais apporter juste quelques compléments à ce que vous disiez tout à l'heure. Et notamment, vous parliez de l'équipe tout à l'heure et de son importance, son poids en France, mais à l'international en tant que média sportif. Rappelez que l'équipe, vous parlez des connivences relationnelles, mais c'est aussi surtout des connivences économiques, puisque l'équipe appartient à ASO, à Maurisport Organisation, tout comme le Tour de France, et que l'équipe a elle-même, en fait, quand elle s'appelait encore Lotto, a créé le Tour de France. Donc ce qui en fait, je pense que vous parliez tout à l'heure des opinions publiques qui ont leur rôle à jouer pour faire prendre conscience de ce genre de phénomènes, etc. Les médias sont énormément importants là-dedans. L'équipe est centrale dans le monde francophone parce que c'est le seul média d'importance. Mais tant qu'on ne sort pas de cette dépendance économique avec ASO, c'est totalement impossible. Donc je pense que ça commence déjà par la création de médias indépendants sportifs. Ce que je voulais dire là-dessus. Et puis juste sur quelques précisions historiques, vous disiez il y a l'argent vraiment depuis toujours avec Coubertin, etc. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça, parce qu'en fait, justement, ces aristocraties... Oui, sur la FIFA, mais vous dites... Oui. Par contre, sur l'argent, je dis que c'était à partir de 74, hein, pardon. Ok. Je ne suis pas l'argent de Coubertin, c'est Par contre, ce rapport de connivence avec des dictatures, on sait que Coubertin a été décoré par le Duce, je crois qu'il a pleuré pendant 3 jours de suite, enfin bon, on sait, il est très ému par ça, c'est les grands jours de sa vie, donc voilà. En France, on le rappelle peu souvent, donc il y a une filiation quand même. Voilà. Oui. Mais sur l'amateurisme, c'est vrai qu'en fait, justement, ces aristocrates ont introduit l'amateurisme dans le sport pour justement laisser les classes populaires en dehors du sport, et c'est donc le refus de l'argent, en fait, qui a amené à cette domination bourgeoise dans le sport. Et puis vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des organisations sportives en Suisse dès 1915 qu'elles sont arrivées. En fait, c'est dans les années 80 qu'elles arrivent surtout en Suisse en masse. Et c'est parce que le CIO obtient le statut d'organisation internationale non gouvernementale à ce moment-là, avec des exonérations fiscales importantes, que les fédérations, pour la plupart, suivent ici à Lausanne. Je voulais juste dire ça, mais vous savez très bien, c'était pour apporter un complément. Dernière question avant l'apéro. Alors moi j'avais 2 questions. La première c'était sur quelle base juridique on pourrait fonder une espèce de responsabilité pour ces multinationales, quand bien même j'ai encore de la peine à concevoir en fait le terme de multinationale pour ces organisations. Moi je vois plus des associations internationales. Et je vois surtout une grosse impasse en fait juridique pour fonder une quelconque responsabilité de la FIFA ou du CIO. Parce que j'ai l'impression que souvent c'est des intermédiaires qui gèrent avant tout des contrats en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un dogme sacro-saint dans nos sociétés qui est la liberté contractuelle. Et j'ai l'impression que c'est des histoires de contrats. Et ma deuxième question, c'est comment on fait pour concilier en fait la réalité des conséquences qui sont induites de ces organisations et la magie que génère le sport auprès de la population. Comment on arrive en fait à sensibiliser
le public en général qui est en train de se mater un bon match de l'Euro, avec les conséquences sociales qui sont vraiment liées à ces multinationales. Sur le deuxième point, comment sensibiliser les gens? Je pense que c'est à travers les médias, c'est le travail des ONG, c'est le travail de l'ONG pour laquelle je travaille, notamment. Et en fait, je pense que si on pose la question dans la rue, que pensez-vous de la FIFA, beaucoup de gens sont informés des problèmes sociaux, sont informés des problèmes du Qatar. Après, alors il y a évidemment quelques fanatiques de foot qui s'intéressent uniquement au foot et aucun intérêt pour les enjeux sociaux, mais je pense que c'est un travail sur le long terme et qui porte ses fruits vu aussi la médiatisation que connaît ce sujet. Donc je ne serais pas négatif sur ce point-là. Après, les gens qui ne veulent pas entendre parler de politique, qui ne veulent pas entendre parler de problèmes sociaux, ça sert à rien de les forcer. Ils vont rester avec leur bière à leur match de foot, et puis peut-être tant mieux, quoi. Est-ce que tu souhaitais répondre à la première question? Oui, parce que c'était sur la question de comment mettre en place un système juridique contraignant, c'est ça? Vraiment pas un spécialiste, c'est encore moins un juriste, mais ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est une question vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que la question du statut, je pense que c'est pas anodin si ces instances ont toujours un statut associatif. Ça repose sur une immense hypocrisie, et en même temps, pour moi, c'est de la communication. Parce qu'au départ, ce sont des associations, je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous faites du sport, mais dans tous les pays, c'est un système pyramidal. Vous avez des petites associations ensuite qui sont fédérées au niveau du canton, au niveau après des États, etc. Et ça remonte comme ça. Parce qu'au départ, ça correspond à la réalité de l'activité sportive. Sauf qu'aujourd'hui, le sport, en général, enfin, pas tous les sports quand même, le patinage artistique, c'est quand même moins business. Le football et les grands sports, le football américain, le tennis ont évolué justement, je l'ai répété, vers le sport business. Donc la question qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le sport? C'est toujours une activité sportive? Ou est-ce que c'est carrément un business, quoi? Et est-ce qu'il faut adapter le statut? Mais si vous adaptez le statut, là, ça enlève un coup à la magie, quoi. C'est-à-dire que si le statut devait refléter l'activité réelle, en tout cas de la FIFA, parce que bon, il y a des associations sportives au niveau de Lausanne, des petits clubs de quartier, on ne va pas dire que c'est pourri par le football, pour la monsieur qui disait la corruption, machin, non. Bien sûr que le foot, moi j'adore le foot, je regarde le foot, quand je regarde le foot, je ne vois pas l'ombre de Blatter derrière, en me disant, oh là là, j'étais à la télé, non, je regarde le foot. Mais pour moi, des instances comme la FIFA, le CIO, non seulement ne sont pas des entreprises à but lucratif, mais ce sont des entreprises à but économique dont la vocation, et je ne dis pas que c'est mal, c'est de faire de l'argent. Voilà. Donc sans doute faudrait-il adapter le statut et donc changer le statut. Mais ça, c'est une question de volonté politique. Et là, on revient sur le débat sur la mondialisation libérale. C'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de fédérations en Suisse? Parce que la Suisse veut se positionner sur ce marché. Il y a un marché pour tout. C'est un marché. Et la Suisse veut être, et Lionel l'a très bien rappelé, elle veut être attractive. Donc pour être attractive, il faut faciliter la vie de ces fausses associations et de ces vraies entreprises multinationales. Et là, j'insiste, moi je trouve au contraire que l'intitulé du bas était bon. Moi aussi, ça m'a un petit peu surpris parce qu'on n'a pas l'habitude, mais justement, c'est bien. Ça bouscule un petit peu, ça aide justement à clarifier les choses. Ce sont bien des multinationales du sport, au sens où d'abord, elles sont présentes dans tous les pays, elles se projettent mondialement et ils ont un pouvoir coercitif, un pouvoir d'influence à l'échelle planétaire. Donc pour moi, ce sont totalement des multinationales. Mais elles ont ce statut-là. Et elles sont même mieux loties que les autres multinationales. On le sait, il y a un grand débat sur la fiscalité. Vous avez sans doute entendu parler de Google, qui gagne des milliards et qui ne paye pas d'impôts en France et dans des pays où il y a une fiscalité un peu importante, parce qu'ils préfèrent aller au Luxembourg. En gros, leurs pertes, ils les mettent en France, et leurs bénéfices, ils les mettent aux Pays-Bas. Voilà, c'est plus pratique. La FIFA, elle n'a même pas besoin de faire ça, parce que elle a la Suisse. Elle a la Suisse, et ces émanations qui sont les confédérations continentales et les fédérations, juridiquement, elles sont séparées. Si bien que l'argent qui est gagné grâce à la Coupe du Monde, les droits télé, il n'est pas imposé. En plus, c'est de l'argent sale. Il faut bien voir que, en termes d'abus, les multinationales sportives, bon, on pourrait dire que c'est du sport, mais c'est ce qui se fait de pire quand on regarde bien les choses. Parce que même des multinationales à qui on peut faire plein de reproches, elles ont toujours des comptes à rendre.
ExxonMobil, les entreprises pétrolières, Vinci en France, Bouygues, les grandes entreprises automobiles, les japonaises, les chinoises, elles rendent des comptes, elles payent des impôts, elles font pas ce qu'elles veulent. Les multinationales du sport font ce qu'elles veulent. Il y a une impunité totale. Et là, la Suisse, elle ne veut pas changer parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait comme les autres entreprises, ça serait le chantage, non pas à l'emploi, mais au prestige. On leur dire, écoutez, si vous modifiez cette législation, on est désolé, mais on ira à Monaco. Et alors, Monaco, eux, non, ils ne veulent pas. Donc la Suisse, elle va dire, non, restez, c'est bon, on laisse tomber. C'est pour ça que même des villes, comme tu dis, de gauche, comme Lausanne, où il y a donc les popistes, tu dis, les communistes, si j'ai bien compris. Bon, tu sais, en France aussi, on y arrive que les communistes soient du côté un petit peu des libéraux, ça arrive fréquemment, surtout quand ils sont en minorité. Donc voilà, la Suisse veut garder cette image, et c'est vrai que ça contribue à l'image de la Suisse. Je veux dire, à peu près tout le monde doit savoir que la FIFA est basée en Suisse. On se dit, bon, l'association paraît logique d'ailleurs, hein, mais ça les gens savent. Après, sans encore une fois monopoliser la parole, là où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, si tu me permets avec Lionel, quand tu dis que beaucoup de gens sont conscients que la FIFA, c'est des abus, etc., et ils ne trouvent pas ça idéal. Malheureusement, je ne suis pas certain. Je crois vraiment... Alors, il y a une médiatisation importante à tous les niveaux. Tous les médias, là, les médias ont quand même fait leur travail. Hein. On a compris que Blatter était corrompu. Ça. Mais n'empêche qu'il y a des gens, ça peut leur paraître abstrait. Ils ne font pas forcément le lien entre FIFA et même Coupe du Monde, aussi incroyable. Là, moi je vis à côté de Paris, je vis à Saint-Denis, qui est la ville du Stade de France, et j'en vois les supporters. Moi, je ne pousse pas l'abnégation journalistique jusqu'à quand je vois un supporter. Alors, qu'est-ce que tu penses de la FIFA? Mais pour discuter quand même à pas mal de gens, étant donné que nous on regarde le foot, même des gens conscientisés, des gens de gauche me disent bon, oui, c'est pas bien la corruption, mais bon, je m'en fous, qu'est-ce que tu veux, la corruption elle existe partout, donc ça leur gâche vraiment pas le plaisir. Hein. Pour autant, il y a quand même des progrès en termes de conscientisation, même si ça n'a pas d'effet à court terme. Voilà. J'aurais quand même une dernière question, pardon, hein, je trahis ma propre règle. Mais en vous écoutant là, sur la communication qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des ONG ou des groupes qui ont réfléchi à essayer de perturber les matchs pour faire passer des messages, un peu comme Greenpeace pourrait le faire sur les thèmes de l'environnement, parce que ça pourrait être assez puissant vu la médiatisation des matchs en direct. Alors évidemment, ça demande des moyens, mais... Effectivement, l'idée est bonne. Je vais proposer à ma chef qu'on organise ça pour la prochaine coupe. Pour le Qatar. Pour le Qatar, j'irai courir tout nu dans un stade, mais ouais, exactement, en 2020. Exactement. Je ne connais pas d'ONG qui fait ça, mais c'est vrai qu'il y aurait un véhicule de communication extrêmement important, sachant qu'après, il y a des risques de procès, des risques réputationnels qui sont quand même importants, mais l'idée est bonne en tout cas. Un peu à la Yes Man, quoi. Ouais, voilà. Franchement, moi j'ai jamais pensé, je trouve que c'est une super idée. Alors ce qui est intéressant, non mais c'est vrai, Et alors ce qui est marrant, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'y a jamais pensé en fait. C'est ça qui est intéressant. On n'y a jamais pensé parce que tu es tellement sécurisé. Et ça va dans le sens que je dis, désolé, je vais encore être un pessimiste, hein, c'est dans la théorie du complot, mais vraiment, les zones de Coupe du Monde sont vraiment des zones de non-droit. Hein. Je veux dire, en France, on a eu le débat sur l'euro, qu'est-ce qu'on dit, le gouvernement a dit, mais bon, vous savez, il y a pas mal de grèves en ce moment en France, contre la législation du travail qui est réformée, enfin qui est cassée, etc. Et donc le gouvernement a dit, mais surtout, ne touchez pas à l'euro, attention. Hein. Et d'ailleurs, on voit un durcissement très net du gouvernement qui a dit, après la manifestation de mardi, là, il y a 2 jours, qui a envisagé d'interdire une manifestation, ce qui pour le gouvernement dit de gauche est quand même très étonnant, parce qu'il y a le contexte de l'euro. Alors qu'est-ce qui se passerait effectivement? Ça c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on peut... Alors, il faut savoir que... c'est vraiment une très bonne remarque. Il faut savoir qu'il est parfaitement interdit dans les stades de la FIFA d'exhiber des symboles politiques. C'est interdit. Hein. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous êtes passible d'amende. Je veux dire, on ne peut pas exprimer... Soi-disant, c'est la neutralité. Il faut comprendre aussi, la Suisse, pourquoi ce pays va si bien à la FIFA. C'est-à-dire que l'argent est partout, la publicité est partout. Par contre, si vous dites, je sais pas, un slogan anodin, le centre c'est super, la modération centriste c'est génial, je sais pas, un truc comme ça tout doux, pour la paix dans le monde et en Israël, un truc comme ça, oh là là non, interdiction machin. Donc il faudrait passer les cordons de sécurité, ça vous vaudrait des amendes, c'est juste interdit. Et là c'est pareil, c'est dans le contrat, c'est un petit contrat signé par la France. Donc ce sont les États les plus démocratiques. La Suisse est une vieille démocratie, hein, les États-Unis en sont une, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie, elles abandonnent leur souveraineté, elles abandonnent leur démocratie
pour satisfaire le dieu FIFA, parce qu'une Coupe du Monde, c'est un vecteur médiatique énorme, un vecteur de puissance. Donc elles abandonnent. Il y a un abandon de souveraineté, un abandon de démocratie. Donc, oui, je pense que c'est une bonne idée, il faudra le faire, mais à mon avis, ça sera difficile. Hein. Tu peux citer un président de la République dans un stade, hein. C'est pas interdit. Et ça s'est passé souvent. De citer un président de la République dans un stade. C'est pas une carte ici pour le coup. Oui, ça. Ça, les raisons historiques, parce que le sport, l'Olympiade et tout, c'était. On était censé de mettre toutes les différences de côté. C'était le sport. Et puis c'est aussi, disons, par rapport au presse, c'est aussi une question de prestige, parce qu'il y a toujours un reste de ça. À l'Olympiade, au sport, il y a toujours un reste d'idéalisme. On évite la guerre, on fait la compétition. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des images noires blancs comme ça. Et puis dire que la suite de Lausanne a seulement toutes ces organisations parce qu'ils veulent gagner de l'argent ou parce que c'est un bon business. C'est très ambigu, cette histoire. Pardon, sur le sport, pardon, une précision sans vouloir être dans la contradiction. Quand même, il y a quand même des précédents qui sont un petit peu douloureux. Hein, je veux dire, il y a le cas des Jeux Olympiques de 1936. Effectivement, l'expression politique était interdite, surtout quand elle venait des démocraties, il faut quand même le dire. Là encore, la FIFA s'est remarquablement entendue avec Hitler. Non, pas la FIFA, le CIO. Et il faut quand même rappeler la Coupe du Monde en 1934, ce qui est un cas vraiment scandaleux. C'était Jules Rimet, c'était un Français, c'était pas un Suisse. Jules Rimet, il a quand même tendu le bras à un moment donné. Il a fait le salut mussolinien. Et je suis désolé de vous le dire, les organisations sportives, en termes de démocratie, c'est ce qui se fait de pire. Je veux dire qu'un dirigeant fasse le salut romain pour plaire à Mussolini. Après, il a dit, parce que son petit-fils a écrit un peu ses mémoires, je les ai lus, il a dit, bon, quand même, papy, il n'aurait pas dû faire ça. C'est pas qu'il aurait dû faire ça. C'est que depuis le début, ce sont des valeurs anti-humanistes. Vous dites, les valeurs du sport. Je veux dire, quand on interdit l'expression politique, ce sont des expressions politiques de gauche qui sont interdites. Non, mais c'est ça. Ce sont certaines expressions politiques. Parce que dans les stades de la Coupe du Monde en 78, il y avait des slogans pro-Videla, il y avait des slogans fascistes. Les slogans fascistes, ils ne sont jamais interdits. Et juste une chose, il y a un lien souvent entre sport et démocratie. En 1980, quand il y a un coup d'État en Turquie, il n'y a plus de démocratie, parce que les militaires ont peur qu'il y ait un coup d'État de gauche, etc. Et les seuls espaces d'expression dans le pays, c'était les stades. On avait des organisations, et ça a été toléré par le régime d'ailleurs. Et ça a permis une certaine expression. En Égypte, il y a eu le printemps arabe. Au départ, les manifestations sur la place Tahrir, parmi les moteurs, il n'y a pas de parti politique autorisé. Il y avait des supporters très courageusement qui ont porté la contestation et qui l'ont payé parce qu'ils ont été victimes de violences et qui étaient conscientisés et qui étaient de gauche. Donc il y a un lien. C'est pour ça que quand on dit le mouvement olympique, quand il prend la neutralité, il est juste toujours, pardon, c'est pas noir, peut-être que vous pourrez le confirmer, c'est historiquement avéré. Le mouvement du sport s'est construit dans un schéma réactionnaire, xénophobe, ultralibéral. Et la question de l'argent est venue après, je suis d'accord avec vous. Mais mais lisez une biographie de Coubertin. Coubertin était un homme raciste. Il y a des textes sur Coubertin les femmes, où M. Coubertin dit mais les femmes qui font du sport, mais quelle aberration, ça manque de grâce, mais elles n'ont pas que ça à faire. C'est une insulte même pour le sport. C'est d'une violence. Mais cet homme-là, mais voilà, c'était un ami d'Hitler, c'est tout.